Vendez-moi ce stylo. Aujourd'hui, on a tous vu ou du moins entendu cette phrase de Jordan Belfort. Et aujourd'hui, dans ce podcast, avec Charlotte, on va voir ensemble quels sont les mécanismes, les biais psychologiques qui se cachent derrière et on les a découpés en trois grandes parties. La première des choses qui te vient en tête, Charlotte, quand je te dis vendez-moi ce stylo, quelle est ta réponse? Le premier instinct, c'est très simple, c'est de décrire le produit, de décrire l'article dans son concret, dans l'objet et de parler de ses caractéristiques. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que cet objet fait? Tout simplement, c'est la base. Quand on débute, on a tendance à répondre ce genre d'éléments-là. Clairement. Le point le plus important à retenir, parce que quand on se met sur la partie caractéristique, la partie même logique, comme tu as dit, enfin décrire tout simplement le produit, euh, en fait, il faut savoir que quand on achète quelque chose, on n'achète pas de la logique, mais on achète de l'émotion. En revanche, après avoir acheté cette émotion, notre cerveau vient simplement le justifier, et là maintenant, par la logique. Ce que vous devez vraiment comprendre, et pour cela on va l'imager, pensez à quelque chose que vous avez acheté dans votre vie, que ce soit dernièrement ou même il y a quelques années, que ce soit, je sais pas, un ordinateur, une maison, même un voyage, des vêtements, bref, quelle est l'émotion qui s'est dégagée qui a fait que vous ayez, on va dire, ce coup de cœur. On parle d'ailleurs souvent de coup de cœur pour acheter une maison, une pièce, un détail en particulier qui a fait que, et là tout de suite les émotions sont montées et on a dit c'est celui-ci qu'il me faut. Il y a d'autres voies, Charlotte, on en discutait tout à l'heure, quels sont aussi différents paramètres où on pourrait voir aussi les bénéfices, enfin du moins l'émotionnel via une vente? Ça peut être sur, on va dire, un choix indirect qui nous touche, par exemple une entreprise qui va soutenir une association sur une cause qui nous parle tout particulièrement, qu'on a envie, voilà, où on se sent concerné, on a envie d'épauler, de participer. Ça, c'est un premier biais. Et ensuite, effectivement, la notion de perte. Dire, ok, si je ne fais pas ça, l'émotion de perte, de dire, ok, je ne pourrai pas accéder à mon objectif, je ne pourrai pas aboutir en tout cas à mon désir d'achat. Donc cette notion participative par rapport aux associations et cette notion de perte, dire ok, je ne pourrai pas aboutir à mon projet parce que c'est limité, il y a un nombre de places limité, il y a une promotion limitée, etc. etc. Donc c'est tout ce qui va pousser aussi forcément à l'acte d'achat derrière. Carrément. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est des humains, on est souvent contrôlé des fois par nos émotions. Faut simplement savoir se détacher de tout ça et comprendre du coup la logique qui s'en dégage. Maintenant, le deuxième des points et un des plus importants, si je puis dire, il faut vendre que quand il y a un besoin. Et je mets vraiment de l'attention là-dessus. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes veulent vendre à tout prix, mais j'ai envie de dire à quoi bon? De un, ils gâchent leur image professionnelle, et deux, si on sait très bien que dans la vente, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui est le plus important, du moins qui fait vraiment sens chez nous. Et si on prend l'exemple de quelqu'un qui a acheté une voiture il y a une semaine, à quel moment il va vouloir racheter une voiture la semaine d'après? Ça fait aucun sens. Donc c'est important de poser des questions. Depuis combien de temps cette personne, par exemple, est à la recherche de ce produit ou ce service sur le marché? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est d'ailleurs à cette recherche-là? Bref, comprendre simplement l'historique du prospect et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est en face de nous. Et c'est vraiment important de faire ça et de ne pas imposer quelque chose. Euh, c'est vraiment pour moi ce qui fait le plus sens. Oui, il faut surtout pas imposer sa vision. Le prospect a son propre écosystème, a sa propre histoire liée à ce besoin-là. Donc, on est convaincu quand on est closer de ce qu'on va proposer, bien évidemment, de la solution, de la valeur ajoutée. Maintenant, il faut bien prendre en compte que la personne en face, elle n'a pas le même historique. Donc, on n'impose pas sa vision, on ne suppose pas. Ça, c'est la règle d'or, Tom, comme on le sait très bien. On ne suppose pas. Et on va justement poser des questions pour bien comprendre. Parce que oui, on est passionné, oui, on aime son produit, oui, on y croit parce qu'on connaît les bénéfices, mais il faut prendre le recul et la posture d'écoute. Voilà. On écoute son prospect, on ne suppose pas, on pose des questions et on va découvrir si effectivement derrière la vision, la solution est réellement adaptée. Et c'est d'ailleurs une erreur que beaucoup de dirigeants ou même des fondateurs sur l'infoprenariat font. Quand tu parlais de passion, c'est un point important à retenir, c'est que des fois tellement on aime quelque chose qu'on se dit mais mince, qu'est-ce qui fait que tu ne pars pas sur cette solution? Je suis
à même pas 100%, mais 1000% sûr que celle-ci va t'apporter une solution. Mais on oublie en fait qu'aujourd'hui, cette personne-là a des besoins différents, enfin, veut quelque chose simplement qui est adapté à elle. Donc, c'est important de savoir prendre du recul et de la même manière quand on est un closer ou un commercial, peu importe, mais depuis un certain temps dans la même société, et ben, on a tellement pris à cœur, comme tu le disais tout à l'heure, convaincu avant d'être convaincant, tellement pris à cœur le produit ou le service que on se concentre sur du rationnel, mais ça arrivé à un certain temps de closing. Donc c'est important, si vous voyez qu'au fur et à mesure de vos appels, vous partez sur cet axe-là, tout de suite vous pouvez le corriger et vous reconcentrer sur les réelles valeurs du besoin. Maintenant, le troisième des points, c'est que on part sur une solution d'un produit ou un service, mais est-ce que réellement on passe à l'action pour ça? Chaque personne aujourd'hui achète une histoire et aussi une expérience. Vous voyez, je pense même à travers votre télé, enfin, j'ai pas télé donc je regarde très peu, mais des publicités que j'entrevois, on n'est que sur des histoires. Vous voyez à Noël, il y a toujours mis en scène des enfants qui ouvrent leurs jouets, leurs cadeaux, et comme par hasard, après, vous avez sur la liste les mêmes jouets en question. Le but étant, aujourd'hui, c'est que des personnes s'accrochent à une histoire. On parlait de vendez-moi ce stylo. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un stylo Bic est, on va dire, je vais pas dire peu cher, mais on va dire 1 euro, prenons un prix simple, et qu'un stylo Montblanc est alors là 10 fois, 20 fois, 30 fois, même 50 fois plus cher? L'histoire. Vous pouvez aussi le remarquer avec Apple, qui le met extrêmement en avant. Je vous invite à aller simplement sur Instagram, cliquer sur Apple, et voir s'il y a plutôt des photos des produits Apple ou sinon des photos faites avec le produit Apple. Et vous verrez sur le Instagram, il n'y a que des photos proposées avec l'iPhone. Et même en description, ils sont bons, ils ont mis fait avec l'iPhone 13, fait avec l'iPhone 14. Et tout de suite, on a envie nous-mêmes maintenant de faire ces photos. Maintenant, quand on parle de bénéfices, il y a une chose qui est importante parce qu'un bénéfice n'est pas global pour tout le monde. Il faut savoir ajouter une petite touche, si je puis dire. Charlotte, comment toi t'envisages un bénéfice afin que celui-là soit bien identifié au prospect en face de toi? Alors, cette notion-là, elle est super importante que tu viens de soulever parce que le fait de projeter une expérience, de projeter une émotion, c'est ce qui va permettre aussi de donner du sens à l'acte d'achat. C'est notre comportement, en neurosciences, ça s'apprend très facilement. Donc c'est, ok, je ressens une émotion en voyant un produit, ou en tout cas en visualisant un objectif, j'en donne du sens, et là effectivement, on a tous les éléments pour pouvoir débloquer un passage à l'action. C'est un petit peu la recette magique là-dessus. Donc c'est à nous de bien faire le travail pour aller chercher ces éléments. Et donc effectivement, savoir reprendre les éléments, les bénéfices rationnels et émotionnels de la personne pour pouvoir bien recadrer ceci. Donc, par exemple, votre prospect vous a expliqué que il souhaitait se former dans un nouveau métier, imaginons, être accompagné pour aller atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, il vous dit voilà que c'est pour se challenger, qu'il a du temps libre, etc. Mais derrière, au niveau émotionnel, il s'agit de quoi? Il s'agit pour lui de retrouver un épanouissement, par exemple, parce qu'il n'est plus en contact social régulier avec des personnes, qu'il a besoin de se challenger, qu'il a besoin de couvrir aussi au niveau financier, de sécuriser sa famille, etc. Il y a toujours un bénéfice rationnel et un bénéfice émotionnel. C'est à vous d'aller décrypter tout ça, parce que on est vraiment des enquêteurs sur ce point-là avec la questiologie, et derrière de pouvoir le récapituler et de le mettre en avant pour générer le passage à l'action. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Le mot, tu l'as dit, il faut que ça fasse sens. Et on va rebondir sur ce dernier point pour conclure ce podcast. Tu as parlé de questiologie. Aujourd'hui, vous l'avez compris, pour comprendre notre prospect, pour avoir une réelle étude du besoin, pour réellement pouvoir lui préconiser une solution, il faut simplement poser des questions. Alors, chaque supposition ou phrase que vous voulez tourner autre du moins qu'une question, posez-vous et dites-vous, est-ce que je pourrais peut-être pas tourner une question, approfondir l'étude du besoin et alors là se concentrer sur les bénéfices que je peux apporter avec mon prospect, avec la solution. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.